Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va traiter l'item 206 sur l'épanchement pleural, aka la pleurésie. On continue l'histoire, j'ai pas grand chose d'autre à dire, donc on démarre maintenant. L'amiral passa quelques secondes à regarder ses opposants, sans la moindre réaction. Puis ses lèvres bougèrent. Il murmura un mot, inaudible. À cet instant, l'armée se mit en mouvement. La première ligne marcha vers le groupe de Julie, alors que ceux en dernière ligne se mirent à courir sur le côté pour contourner le groupe. En quelques secondes, ils étaient encerclés. Ils étaient dos au lit du fleuve, avec des parards de chaque côté. Puis l'amiral prononça une nouvelle parole, audible cette fois-ci. Il avait dit « Feu !» Les archers de la passerelle se mirent à tirer. Une pluie de flèches allait s'abattre sur nos compagnons. Dans un réflexe instinctif, Milo se retourna, attrapa Pearl et Julie par la hanche et sauta dans les lits du fleuve en criant « Sautez !» Et les autres suivirent. Ils firent une chute de 3 mètres pour arriver au fond. Cet instinct de Milo leur avait permis d'éviter la première nuée de flèches, mais désormais ils étaient à découvert, sans aucune solution de repli supplémentaire. Les parards sautèrent à leur tour, le champ de bataille étant tout tracé. Médicis, voyant la bataille se rapprocher, commença à paniquer. Il eut mal à la poitrine, un coup de chaud, se mit à tousser de stress. Alors que Trizy, elle, voyant que le bouchon bloquant le fleuve n'était qu'à quelques mètres, tenta le tout pour le tout. Elle savait que Pearl pouvait les protéger et que sans son intervention, la bataille risquait d'être très compliquée. Elle posa la main sur le sol et se concentra quelques secondes, oubliant tout ce qu'il se passait autour. Elle voulait tenter de se servir de son pouvoir pour briser le bouchon d'un coup, quitte à se faire submerger par la vague qui leur tomberait dessus. Un craquement se fit entendre vers le bouchon. Tout le monde se tourna dans cette direction. Une fissure apparaissait sur la hauteur de ce mélange de pierre et de terre. Maîtrisy finit par expirer. Elle n'avait pas la force d'en faire plus. Son plan, très dangereux, mais peut-être le plus sûr de tous au final, n'ira pas plus loin. Trizy se redressa et se tourna à nouveau vers les adversaires. En bougeant le pied, elle entendit un bruit, liquide. Elle regarda le sol et de l'eau commençait à arriver et à remplir le fond du fleuve. La fissure avait au moins eu un effet. Les bruits de pas des parards en ombre qui résonnaient dans le champ de bataille s'atténuèrent, et seul un son mat continuait à se faire entendre. Le côté droit du fleuve était plus profond, c'est donc naturellement de ce côté que l'eau se dirigeait. Les troupes se dévièrent alors pour se rendre vers le côté gauche du champ de bataille tandis que le groupe de Julie resta au centre. Leur position n'était pas la plus stratégique, mais à ce moment leur pensée était bloquée par la quantité d'ennemis qui ne cessait de s'accroître. Après tout, comment une organisation aussi malveillante pouvait attirer autant de personnes qui à l'origine étaient de simples citoyens? Finalement, cette eau, à leurs pieds, allait rendre cette bataille encore plus compliquée. Peut-être pourrait-il essayer de la retirer pour rendre le combat plus simple. Mais comment faire? Médicis n'avait qu'une envie, c'était de récupérer l'eau, l'examiner pour en tirer un bénéfice, en trouver une utilité. Mais le temps manquait. Il était terrifié. Il n'était pas un battant. Il n'était pas fait pour blesser les autres, mais pour les soigner. Il y a quelques mois, il était encore dans sa forêt à cueillir des champignons. Et maintenant, il se retrouve là, sans savoir s'il allait survivre à cette journée. On termine ce bout d'histoire. Là, on sent que la tension est au max. On sent que ça va bientôt casser. Donc, on verra ça la prochaine fois, hein. Déjà, je fais le petit point. Pour évoquer l'épanchement pleural de manière générale, on peut aussi dire le terme pleurésie. Ça revient au même. C'est pour dire qu'il y a du liquide dans la plèvre. Et dans notre histoire, du coup, je pense que vous l'avez compris, c'est l'épanchement, c'est l'eau qui arrive sur le champ de bataille. Et cet épanchement peut avoir plusieurs origines. Et selon cette origine, le liquide va être différent. Par exemple, si c'est une origine mécanique, par exemple une augmentation de la dépression pleurale, ou bien le passage d'un liquide d'acide, on va avoir un transsudat qui est faible en protéines. Alors que si l'origine elle est plutôt inflammatoire ou néoplasique, là on va parler d'exsudat, qui est riche en protéines. Déjà, si on parle de la clinique, on va commencer par la clinique. Il y a des signes cliniques qui permettent de penser à la pleurésie. Déjà, on a la douleur thoracique. On va la retrouver principalement s'il y a un exsudat. On peut aussi trouver une dyspnée, une toux sèche, lors des changements de position particulièrement, et aussi une hyperthermie. Et là, on est clairement sur les symptômes de stress que Médicis ressent. Ensuite, si on va plutôt dans la clinique classique au niveau de la palpation et de l'auscultation, on peut retrouver un syndrome pleural liquidien. Donc ce qu'on va retrouver, c'est une matité à la percussion,
vu que c'est du liquide. On va avoir un silence auscultatoire et une abolition des vibrations vocales à la palpation. Et ça, c'est représenté par le fait qu'on entendait le bruit de pas des pas rares, puis ensuite ils vont s'atténuer et on n'entendra plus qu'un son mat. Pour faire le diagnostic, ce qu'on va utiliser, c'est l'imagerie thoracique. Ce qu'on va voir, c'est une opacité homogène qui va combler le cul-de-sac pleural. Mais attention, parce qu'il faut quand même savoir faire la différence entre l'atelectasie et la pleurésie. Parce que l'atelectasie, elle présente aussi une opacité. Et en fait, ce qui permet de différencier les deux à l'imagerie, là vraiment, si on fait une comparaison, dans la pleurésie, on verra une déviation médiastinale vers le côté sain. C'est-à-dire que vu qu'il y a du liquide, bah, tout ce qui est dans le médiastin, le cœur, la trachée, etc., ça va être décalé vers le côté sain. Alors que dans l'atelectasie, c'est l'inverse. La déviation elle va se faire du côté opaque, du côté atteint, parce que c'est une rétraction pulmonaire, du coup ça vient attirer la trachée, etc. On peut aussi faire une échographie qui va montrer l'épanchement avec un peu plus de précision, et l'écho surtout elle permet de guider la ponction, dont on reparlera un peu plus tard. Et donc tout ça, c'est l'eau qui va vers le côté droit du champ de bataille, parce que c'est le côté le plus profond, et du coup les paras vont de l'autre côté, ils dévient vers le côté sain, pour éviter, pour éviter l'épanchement, quoi. Vous avez compris. Pour parler d'étiologie maintenant, on revient sur notre truc que j'ai évoqué en premier en introduction, un peu sur le transsudat et l'exsudat. Si la ponction elle est plutôt à type de transsudat, donc je rappelle faible en protéines, dans ce cas-là, on va plutôt évoquer une insuffisance cardiaque gauche, une cirrhose ou un syndrome néphrotique. Donc cœur, foie, rein. Si on est plutôt sur de l'exsudat, là on va avoir plusieurs catégories. Soit on peut parler de néoplasie, soit d'infection, ou bien un dernier cas où c'est aucun des deux, ni une néoplasie ni une infection, là c'est un cas encore à part. On commence par parler de la néoplasie. Le plus souvent, ça va être des pleurésies métastatiques, avec comme origine les tumeurs du poumon ou du sein. C'est le plus courant. Dans ce cas-là, on va avoir un épanchement qui est abondant et récidivant, et on va rechercher les tumeurs à l'imagerie, et on va aussi retrouver des cellules tumorales dans le liquide de ponction. Et du coup, peut-être qu'on peut comparer cette croissance à l'armée des pas rares. Enfin, non, plutôt, comment dire, peut-être qu'on peut, dans l'histoire, on va comparer la néoplasie au fait qu'on a une croissance de l'armée des pas rares. Voilà, c'est un peu plus clair comme ça. Une seconde cause néoplasique, c'est le mésothélium. Et ça, c'est le nom de la tumeur primitive de la plèvre. Parce que souvent, on parle du cancer du sein, cancer du poumon. Pour le cancer de la plèvre, on parle de mésothélium. Et si on cherche un mésothélium, le point vraiment particulier sur lequel il faut insister, c'est rechercher une exposition à l'amiante. C'est un des facteurs de risque majoritaires du mésothélium. Si on regarde un peu plus le liquide, il sera citrin, voire sérohématique. Et donc le diagnostic, il se fait par biopsie. Maintenant, si on passe aux pleurésies infectieuses, le plus souvent, elles sont bactériennes. Et on va parler d'un épanchement parapneumonique. C'est le nom. Donc on a l'épanchement soit parapneumonique compliqué, dans ce cas-là ça sera un épanchement qui est abondant, purulent, voire cloisonné, et dans ce cas il faut évacuer en urgence le liquide en plus du traitement anti-infectieux. Et de l'autre côté il y a les épanchements parapneumoniques qui sont non compliqués, qui eux vont simplement être traités par antibiothérapie comme la pneumopathie sous-jacente. Enfin, si l'exsudat n'est ni néoplasique ni infectieux, dans ce cas-là on peut penser à l'embolie pulmonaire. Parce qu'une embolie pulmonaire, dans 20% des cas, elle est accompagnée d'une pleurésie. Et vraiment, dans le dernier cas, en diagnostic d'exclusion, il y a la pleurésie asbestosique. Ça, c'est une pleurésie bénigne qui est liée à l'amiante, encore une fois. Et donc, on va chercher forcément l'exposition à l'amiante. Et en cas de cette pleurésie asbestosique, il faut vraiment pas oublier de chercher un mésothélium sous-jacent. De toute façon, faut vraiment retenir pleurésie, faut chercher une exposition à l'amiante, c'est très important. Maintenant, on va revenir un peu sur le diagnostic. J'avais déjà évoqué la ponction, donc vous avez compris que c'est important. Mais il y a quand même deux cas dans lesquels il ne faut pas ponctionner. C'est si l'épanchement il est de faible abondance. Dans ce cas-là, le bénéfice-risque il est pas très bon. Parce que vu qu'il n'y a pas beaucoup d'épanchement à ponctionner, c'est un peu risqué, donc c'est pas terrible. Et deuxième cas, c'est s'il y a une insuffisance cardiaque gauche qui est déjà connue.
Et au contraire, la ponction, elle est à faire en urgence si jamais il y a un épanchement fébrile pour rechercher une étiologie infectieuse, ou bien s'il y a une mauvaise tolérance clinique de la pleurésie. Et dans tous les cas, si une ponction doit être faite, il faut la faire rapidement. Je vais pas vous parler de la technique de ponction. Je pense qu'il y a d'autres moyens plus simples de le faire, peut-être en vidéo, etc. Mais il faut quand même savoir qu'il y a des complications à la ponction, comme un pneumothorax, un hémothorax, ou voire un œdème aigu de réexpansion. Bon, si on revient sur la ponction, suite à la ponction, on va vouloir évacuer le liquide si l'épanchement est mal toléré ou s'il y a un intérêt pour l'enquête étiologique. Sinon, il n'y a pas forcément besoin de tout évacuer. Et ensuite, quand on aura fait notre ponction, évidemment, on va commencer par regarder l'aspect du liquide qui peut être un indicateur. Puis ensuite, on va lancer les analyses biochimiques, une cytologie pleurale et une analyse bactériologique. Donc, et du coup, que ce soit pour la ponction ou l'évacuation, si on revient à l'histoire, c'est lié au fait que la seule solution pour simplifier le combat, c'est de retirer l'eau. Mais là, c'est un peu compliqué de retirer l'eau. Et puis Médicis, lui, il a qu'une envie, c'est d'analyser l'eau pour les analyses biochimiques, même si le timing n'est pas forcément le meilleur. Et du coup, si on revient maintenant sur la clinique, il y a des situations cliniques qui vont guider notre diagnostic étiologique. Par exemple, si on a un épanchement associé à une pneumonie, on va ponctionner pour voir si on a un épanchement parapneumonique compliqué ou non et chercher l'origine infectieuse. Si jamais on sait qu'il y a eu un traumatisme, on va chercher l'hémothorax. Et si jamais le patient il a un cancer connu, on va chercher des cellules tumorales dans le liquide. Et moins typiquement, mais qu'il ne faut pas oublier, c'est l'embolie pulmonaire. Et enfin, si on arrive dans un cas où vraiment on n'a pas d'idée de ce que c'est, on n'a vraiment aucune idée de l'étiologie, on n'a rien pour nous guider, dans ce cas-là, on commence par regarder si le liquide c'est un exsudat ou un transsudat. Si c'est un transsudat, on va déjà évaluer la fonction cardiaque, hépatique et rénale, vu qu'on a vu que ça pouvait être une insuffisance cardiaque gauche, une cirrhose ou un syndrome néphrotique. Et si c'est un exsudat, dans ce cas-là, on va chercher si c'est un cancer déjà. Dans ce cas-là, on n'oublie pas que la première cause néoplasique de pleurésie, c'est le cancer du poumon. Et en cas d'exsudat, on va aussi chercher la consistance du liquide. Par exemple, si on a des neutrophiles, on va penser à un épanchement parapneumonique. Si c'est des lymphocytes, ça peut être une tuberculose ou un cancer. Donc voilà, faut vraiment différencier néoplasie, infection. Et si jamais on a encore un exsudat, mais toujours pas de piste étiologique, on va quand même garder une surveillance active et on garde à l'esprit l'idée du cancer, même si du coup on peut pas faire grand chose. Et avec ça, on a fait le tour un peu de tout ça. Vraiment, les points à retenir, c'est interrogatoire, faut penser à l'amiante. Si c'est un exsudat, on va chercher une néoplasie ou une infection, voire une embolie pulmonaire. Ça, c'est vraiment les points importants. Et puis après, c'est bien faire son examen clinique, hein, le bon interrogatoire, le percussion, palpation, auscultation. Voilà. Faut juste bien le faire. Et puis après, on peut avancer tranquillement. C'est pas la pathologie la plus compliquée sur le papier. Maintenant, faut savoir ce qu'on cherche en fait. C'est le point important. Et voilà. J'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous souhaite de bonnes révisions. On s'arrête là. À bientôt.